je vous propose qu'on démarre. Pour commencer ce webinaire, on voulait dire 2 mots sur qu'est-ce que c'est que l'UX et qu'est-ce que c'est que l'UI, parce qu'on s'est rendu compte que ce soit auprès des développeurs ou différents domaines qui ne sont pas des gens qui travaillent directement dans l'UX et l'UI, c'est parfois un peu confus. Donc l'UX, c'est un acronyme pour User Experience, donc l'expérience utilisateur. En gros, c'est le fait d'avoir un produit numérique qui soit intuitif, dont la navigation est fluide et surtout qui réponde aux besoins des utilisateurs, qui procure une expérience agréable ou en tout cas des émotions pas forcément plaisantes, mais qui correspondent aux émotions qu'on essaie de générer. En Et gros, du coup, ouais, pardon. Non, mais je te laisse finir. c'est un produit, pour résumer, un produit qui est utile et agréable à utiliser. Et du coup, lui, de son côté, c'est tout ce qui est autour de l'interface utilisateur. Donc, ça se rapporte à l'environnement vraiment graphique dans lequel va évoluer l'utilisateur du logiciel ou du produit quelconque, d'un site web, d'une application. Et en fait, la mission d'un UI designer, ça va consister à créer vraiment une interface qui soit agréable et pratique. Ça rejoint forcément l'UX, on ne peut pas faire du beau sans que ce soit agréable et pratique et facile à prendre en main pour l'utilisateur. Et du coup, ça passe par plein de choses différentes, le travail des couleurs, la typographie, la structure des pages ou encore la consistance, on le verra tout à l'heure, entre celles-ci. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence graphique sur toutes les différentes pages ou composants du produit. Et du coup, petite parenthèse avant qu'on démarre, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Il y a aussi notre collègue Anaïs qui est présente dans le webinaire qui pourrait éventuellement répondre aux questions et puis sinon on les prendra à la fin de toute façon. Ou à utiliser le chat si vous avez envie également. Donc le plan de cette session, on va faire une petite introduction rapide. Ensuite, on vous donnera quelques conseils s'il y a des UX ou des UI designers dans votre entreprise. Et surtout, la grosse partie, ce sera s'il n'y a pas d'UX ou d'UI dans votre entreprise. Ou même s'il y en a, c'est toujours intéressant à savoir. Hein. Mais 6 principes UX, UI à appliquer. Il y aura un quiz sur ces principes-là, donc soyez attentifs. Comment prendre du feedback utilisateur? Très rapidement, quelques petits conseils. Et ensuite, 4 biais cognitifs à éviter. Alors, pour cette petite introduction, ce qui nous semblait intéressant, c'était de se poser la question pourquoi améliorer l'UX et l'UI, d'ailleurs, de vos réalisations. La première chose, moi, que je peux vous proposer comme piste de réflexion, c'est d'abord d'être fier de ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'important pour moi de se dire que quand un logiciel sur lequel j'ai travaillé part en prod et est utilisé par des vraies personnes, de me sentir fière d'avoir contribué à ce projet-là, c'est important. Et si j'ai pas eu le temps de travailler suffisamment sur ce projet ou que j'avais fait plein de recommandations UX, mais qu'on n'a pas eu le temps de les mettre en dev, c'est assez frustrant. Donc, je pense que c'est déjà une bonne première raison. Ensuite, pour des objectifs un peu plus pragmatiques, réduire les abandons de parcours utilisateur, c'est quelque chose que l'UX va vous permettre, et lui aussi. Le fait d'éviter que les utilisateurs et utilisatrices quittent le parcours, c'est-à-dire qu'ils commencent à utiliser votre produit et puis qu'ils s'arrêtent en cours de route parce que soit ils n'y arrivent pas, soit c'est pas suffisamment agréable, et donc ils abandonnent ce qu'ils étaient venus faire. Alors selon les cas, c'est plus ou moins grave, mais si on prend l'exemple du e-commerce, s'ils abandonnent en cours de route, ça veut dire qu'ils ne vont jamais acheter de produits et c'est quand même problématique pour l'entreprise. Ensuite, d'avoir une bonne UX, une bonne UI, ça va permettre de fidéliser la clientèle. Si les utilisateurs ils sont contents, ils vont pouvoir revenir, peut-être même en parler autour d'eux, ce qui va améliorer l'image de marque et permettre éventuellement d'acquérir de nouveaux clients grâce au bouche à oreille. Et puis, cerise sur le gâteau, en développant directement une version ergonomique et jolie, l'entreprise va économiser du temps de dev en évitant des refontes inutiles et puis aussi du temps de service après-vente à répondre à des clients qui ne comprennent pas comment utiliser le produit,
qui savent pas comment faire et qui du coup consomment beaucoup de temps et d'énergie à l'entreprise. J'espère que ça vous a convaincu sur pourquoi faire ça. En même temps, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous êtes déjà un petit peu convaincu. Et on peut passer à la première partie, s'il y a des UX ou des UI designers dans votre entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces personnes-là? Donc d'abord, mon premier conseil, ce sera de les solliciter, parce qu'il arrive qu'il y ait un UX ou un UI dans l'entreprise et qu'il ne soit pas sollicité par toutes les équipes. Alors des fois, il n'a pas le temps, hein, mais même s'il n'a pas le temps pour être à fond sur tous les projets, si jamais vous avez des sujets pertinents pour cette personne, il ne faut pas hésiter à aller la voir et lui demander son avis, même sans être à temps plein sur le projet. Elle pourra vous indiquer, vous donner des conseils, vous dire, vous donner une piste et des réflexions critiques sur le sujet. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est frustrant aussi en tant que UX, UI dans une entreprise de voir des choses qui sortent alors qu'on n'a pas pu donner son avis, qu'on n'a pas été sollicité, et alors que ça aurait pu être pertinent, quoi. Le deuxième conseil, c'est de les écouter. Évidemment, il ne suffit pas de les solliciter, mais bien sûr de prendre en compte ce que ces personnes vont vous dire. Si la personne travaille vraiment à temps plein, enfin pas à temps plein, mais pas forcément à temps plein, mais qu'elle travaille sur votre projet et qu'elle fait des recommandations, qu'elle fait des maquettes, qu'elle écrit des specs, en tenir compte, quoi, et pas les changer sans lui demander son avis. Alors ça peut bien sûr arriver qu'il y ait des besoins de changement. Je pense particulièrement au public développeur qui sont un peu difficiles aujourd'hui, qui ait besoin de changer des choses parce que techniquement, au moment où vous essayez de le faire, vous vous rendez compte que c'est trop compliqué. Mais dans ce cas-là, demandez-lui, discutez-en avec cette personne et puis vous trouverez ensemble la solution, le meilleur compromis en fait, pour continuer à répondre aux besoins utilisateurs en trouvant une autre solution qui fonctionnera, qui sera moins complexe. Et le troisième conseil, c'est de challenger ces personnes parce qu'on est généralement qu'une seule personne, qu'un seul cerveau sur le projet. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue complémentaires avec d'autres approches, des fois plus techniques, des fois plus haut niveau, sur ces publics plus chefs de projet, product owners, etc., qui vont avoir des points de vue différents. Et c'est toujours très, très intéressant. Nous, on est la tête dans le guidon, un petit peu vraiment focalisé sur notre projet. Et des fois, on oublie certaines choses. Alors, on peut oublier certains cas de figure et on peut aussi complètement passer à côté d'une piste qui aurait été beaucoup plus efficace, beaucoup plus directe. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez des idées, à les suggérer en toute bienveillance et à proposer ces idées-là. Maintenant, s'il n'y a pas de personnes avec ces profils-là dans votre entreprise, que faire? Alors d'abord, vous pouvez nous passer un petit coup de téléphone. Ça, c'est la petite parenthèse pour opportunité de nous présenter. Donc moi, c'est Margot Perrin, Margot Lergot sur les réseaux sociaux. Donc je fais de l'UX Research, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'exploration des besoins utilisateurs, et de l'UX Design, qui est plus orienté sur le maquettage, mais toujours ce qu'on appelle basse fidélité, c'est-à-dire un peu fil de fer, un peu moche en noir et blanc, pour spécifier les interactions, la hiérarchie de l'information, comment les pages doivent s'organiser. Je prends aussi parfois le rôle de proxy product owner, c'est-à-dire que je vais simplifier le travail du product owner, l'accompagner dans tout ce qui est gestion du backlog, conseils pour la priorisation, spécification des fonctionnalités, etc. Et je suis aussi responsable de l'activité UXUI à Sogilis. Je viens du domaine de la recherche scientifique en neurosciences et je m'intéresse à tout un tas d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas si vous voulez échanger avec moi sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Benjamin, t'es là? Oui, je suis là. Et du coup, moi, c'est Benjamin. Donc, je suis consultant en UI design chez Sogilis, UX Shadow. Je suis issu d'une formation plus orientée digitale, donc avec une spécialisation quand même dans l'UX UI. Et du coup, chez UX Shadow, je m'occupe au quotidien d'accompagner des clients en fait dans la réalisation d'interfaces graphiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'UI, ça tourne autour de
la réalisation de prototypes interactifs et de design d'interaction. Il arrive qu'on crée des univers de marque, donc logotypes, divers supports de communication. Voilà, tout ça pour définir en fait les orientations graphiques en phase avec les problématiques donc en lien avec l'UX designer. On est souvent, voire quasiment toujours, tous les deux UX UI sur les projets. Donc voilà un petit peu ce que je fais au quotidien. Donc ça, c'est notre CV d'équipe. On ne va pas le passer en revue, mais c'était juste pour dire 2 mots sur notre entreprise. Donc nous, on travaille à Sogilis, qui est une société de services en informatique, dans laquelle on a développé un pôle orienté design utilisateur, design orienté utilisateur, pardon, qui s'appelle UX Shadow. Et du coup, en gros, on fait de l'accompagnement de nos clients en UX et en UI, création de chartes graphiques, etc., comme vient de le dire Benjamin. Sur des secteurs d'activité très variés, des types de produits très variés, plutôt de logiciels métiers. On ne fait pas beaucoup de sites vitrines, on va plutôt faire des choses un petit peu plus complexes. Et en parallèle, on a aussi une offre de formation. Et ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des petits extraits en fait, de nos formations. C'est des formations qui sont orientées pour un public débutant en UX, UI, et toujours orientées avec une dimension ludique, parce qu'on pense qu'on apprend mieux en s'amusant. Voilà, fin de la parenthèse présentation. Et on revient sur des choses plus sérieuses. Donc, s'il n'y a pas de budget ou de volonté interne pour faire de l'UX, de l'UI dans votre entreprise, des fois, il n'y a pas le temps aussi. Ça peut arriver que sur un manque de temps, on a besoin de développer très très vite les choses et faire une étude UX, ça prend du temps. Donc, on voulait vous recommander, vous donner quelques clés pour concevoir des applications qui soient plus adaptées. Dans un premier temps, on vous propose d'appliquer ces principes que Benjamin va vous présenter. Tout à fait. Donc, les 6 principes qu'on conseille d'appliquer dans un premier temps. Donc, le premier, c'est le principe de groupement. Donc, en fait, l'idée, c'est de regrouper les éléments qui vont ensemble pour favoriser en fait la meilleure distinction et reconnaissance des éléments. Et ça permet un apprentissage de cela. Donc, on le voit sur la droite, l'exemple, il est parlant. Sur le haut, c'est ce qu'il faut pas vraiment faire, quoi. On a vraiment des éléments tout mélangés, on ne sait pas quelle fonction va avec quoi, et c'est pas du tout pratique à utiliser. Et en dessous, on a par contre la bonne pratique, c'est de grouper, et du coup, ça peut se faire par plusieurs critères. Ça peut être l'aspect, donc le format, la couleur, comme on l'a ici, ou d'autres aspects comme la localisation, ce genre de choses. Et on a un exemple qu'on voit un petit peu tous les jours, c'est la barre de fonctionnalités Google Slide ou Google Word, des choses comme ça, où en fait on a des fonctionnalités qui sont groupées un petit peu, par exemple au centre, on a tout ce qui est lié à la typographie et c'est séparé en fait par des séparateurs, des barres séparatrices. Du coup, pour se retrouver plus facilement dans ce qu'on cherche et pas que ce soit tout mélangé et qu'il n'y ait aucun sens. Donc, ça permet de guider l'utilisateur. Donc, dans d'autres exemples, on peut avoir par exemple un formulaire d'achat où on a des groupes distincts. Le premier, c'est les informations d'identité, un autre groupe avec des infos liées à l'adresse, un troisième lié au paiement. Et en fait, on vient un petit peu hiérarchiser l'information et du coup, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Du coup, ensuite, ouais, c'est vrai on voit souvent, on se dit que c'est simple, que c'est évident, mais on trouve quand même beaucoup ce genre de problème dans les produits qu'on trouve. Et c'est souvent lié à des produits qui évoluent petit à petit sur le long terme, où on va rajouter en fait des fonctionnalités tout au long du projet. Et des fois, on les ajoute un petit peu sur le tas comme ça, et on ne va pas forcément réfléchir au groupement, et ça devient en fait un vrai problème pour l'utilisateur. Du coup, on peut passer au suivant. Sauf si tu peux rajouter quelque chose, Margot, hein, si Non, j'oublie quelque chose. je pense que c'est bien. Du coup, le suivant, c'est un petit peu une extension du premier, c'est le groupement avec une clôture.
On dit qu'une forme qui est fermée, elle est plus facilement identifiée comme une figure ou justement comme une forme si elle n'est pas ouverte. Du coup, on le voit à droite, on distingue beaucoup plus facilement la partie en bas, donc qui donne vraiment l'impression d'être une forme, alors qu'en haut, elle est beaucoup plus ouverte et c'est moins structuré. Là, on voit qu'il y a deux zones, en fait. On distingue qu'il y Oui, a deux zones différentes, alors que là, on ne sait pas, soit il y en a trois, soit il y en a c'est qu'une ça. seule. Mais... C'est pas hiérarchisé et pas structuré du tout. Et du coup, on va l'utiliser souvent dans les IHM. On dit qu'une zone fermée avec un contour ou un fond différent va être interprétée plutôt comme un bloc cohérent avec des fonctions de même type. Bon, là, dans cet exemple, un petit peu, je crois que c'est Jira. Je sais plus si c'est Oui, Jira c'est ou vrai. ouais. Du coup, on voit tout de suite quand on déroule la première catégorie phare board, on a des sous-catégories qui s'affichent et du coup, on a ce fond bleu clair tout autour pour permettre de délimiter en fait ce menu-là et pas qu'on ne sache pas à quel moment il s'arrête, si rapport, ticket, c'est lié à ce premier menu ou pas. Donc, ça permet vraiment de structurer et de donner une information visuelle à l'utilisateur. Ça fonctionne bien. Si vraiment on manque de place, il faut au moins faire ça, quoi. C'est bien de faire les deux, d'ajouter de l'espace et de renforcer le groupement. Mais à minima, si on n'a pas la place de séparer bien correctement les éléments, faire un fond ou un contour, ça permet C'est le minimum. de faire passer ce message. Du coup, le principe suivant que je voulais vous proposer, c'était le principe d'homogénéité ou de consistance. En fait, les choix de conception d'interface, ils doivent vraiment le plus possible être conservés pour des contextes qui sont identiques et par contre différents pour des contextes qui sont différents. Autrement dit, en fait, c'est le fait de répéter la même structure et les mêmes paramètres pour un composant donné. Donc, il faut vraiment qu'on soit homogène. Par exemple, ça peut être lié aux tailles de titres, aux longueurs des paragraphes, aux couleurs des boutons, aux labels, enfin vraiment à tout ce qu'on peut trouver dans l'interface. Et du coup, ça touche à la fois l'aspect visuel des éléments, leur appellation donc avec les labels ou les réactions du système, etc. Et en fait, on voit l'exemple à droite sur le haut, c'est un exemple de Facebook qui utilise en fait pas du tout les mêmes pictos sur ces différents supports, web, mobile, Facebook, Messenger. On a un picto différent pour photo, vidéo. Et du coup, ça peut, bon là c'est un exemple, ça paraît léger comme ça, mais ça peut tromper l'utilisateur et on n'a vraiment pas de consistance entre les différents supports. À l'inverse, en dessous, on a un exemple du Bon Coin où en fait on a le desktop sur le haut et le mobile en bas. Alors la structure est forcément différente puisqu'on n'a pas la même taille d'écran. Mais en revanche, on retrouve quand même les mêmes labels, les mêmes pictos dans les champs et l'utilisateur, il va s'y retrouver et c'est beaucoup plus simple pour lui. Et du coup, en plus d'apporter une harmonie visuelle, c'est ce qu'on voit là en premier, ça va permettre vraiment à l'utilisateur de comprendre plus facilement et surtout plus rapidement ce qu'il fait et l'information qu'il a en face de lui. Ensuite, on a le principe d'affordance, donc qui dit qu'un élément interactif doit suggérer son utilisation. Excusez-moi, Oui, pardon, vas-y, on a Amélie. une question dans le chat de Juan. Ah, Peut-on dire qu'il faut implémenter les principes de Gestalt pour améliorer l'UX? Tout à fait. On peut le dire. hum, Oui, c'est effectivement, on l'a pas dit, mais notamment le groupement, ces éléments-là, c'est des principes qui découlent de la théorie de la Gestalt. hop, du coup, je vais reprendre. Donc, je disais du coup que on a le principe d'affordance qui en fait dit qu'un élément interactif doit suggérer son utilisation. On a l'exemple à droite, alors c'est des objets, mais c'est la même chose dans tout ce qui est digital. Sur le haut, on a quelque chose, on a un objet qui suggère pas grand-chose. Là, comme ça, je suis même pas sûr que vous sachiez ce que c'est. Alors que sur le bas, on comprend tout de suite, et là, en plus, c'est vraiment la poignée grand luxe, hein, parce qu'on a un côté où c'est une poignée pour tirer,
et un côté plat pour pousser, donc ça suggère vraiment ce qu'il faut faire avec cet objet-là. Ça rejoint un peu la notion de hiérarchie de l'information. En fait, il faut que les éléments les plus importants nous sautent aux yeux. Et par exemple, là, si on prend l'exemple d'un bouton, on a des exemples ici. Il faut qu'on puisse rendre le visuel saillant ou lui ajouter un contour, une ombre portée. On peut utiliser les labels pour montrer l'action ou changer l'apparence du curseur au survol. Tous ces éléments-là, en fait, qui vont faire comprendre à l'utilisateur ce qu'il a en face de lui. Et du coup, ça lui facilite la tâche et rend l'utilisation beaucoup plus simple. Et du coup, l'objet que vous aviez en haut à droite, là, c'est un tabouret haut. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu, parce que ça coule pas de source. Le principe suivant, ce qu'on conseille, c'est de rendre des feedbacks efficaces sur les interfaces. Donc le feedback, en fait, c'est la réaction que va nous donner une interface quand on est en train de faire une action. Donc elle doit le plus possible être claire, visible, compréhensible et immédiate. En fait, l'utilisateur doit tout de suite savoir ce qu'il est en train de faire, si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Il faut qu'il soit informé. On a l'exemple à droite, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, sur la partie d'en haut, l'interface en orange et blanc, il y a un formulaire qui est sur le bas de la page, et quand on le remplit, si on fait une erreur, le feedback qu'on a, il va se mettre en fait dans le texte juste au-dessus, en gris. Il va se noyer en fait dans le reste des informations. C'est pas du tout clair et c'est pas visible. À la différence de l'écran du dessous, alors c'est perfectible, hein, peut-être qu'on peut faire mieux, mais en tout cas ici on a un feedback qui est beaucoup plus efficace. On a une notification qui vient popper sur l'écran et qui s'insère au-dessus de tout le reste, de couleur rouge, très visible, et on voit tout de suite ce qui est en train de se passer sur l'interface. Donc on conseille voilà, de rendre des feedbacks de tout ce qui se passe et que ce soit vraiment visible et facile à voir pour l'utilisateur. Alors ensuite, on a le principe d'action minimale. Alors ça, donc on dit que la charge de travail correspondant aux actions nécessaires. Pardon, on dit que c'est la charge de travail qui correspond aux actions nécessaires à l'atteinte d'un but. Donc on a l'exemple à droite, on retrouve souvent ce genre de choses. Quand on tape un code postal dans le champ, des fois il faut aussi taper le code postal, la ville, pardon, dans le champ ville. Et pour simplifier ça et rendre le moins d'actions à faire à l'utilisateur, ce qui est bien, c'est par exemple d'afficher tout de suite la ville liée à ce code postal. Des fois, c'est pas toujours possible. Il y a peut-être plusieurs villes dans ce code postal, mais en tout cas, c'est l'exemple qu'on a mis ici. Et il y en a d'autres, des exemples d'applications. Par exemple, il faut vraiment demander aux utilisateurs de saisir que les données qui peuvent pas être déduites par l'ordinateur, ou encore afficher les valeurs par défaut dans les champs en question appropriés, et éviter le plus possible les parcours complexes. On a notamment l'exemple de la fonction pour se désabonner dans les newsletters, ce genre de choses, où en fait c'est parfois très complexe d'y arriver. Le bouton se trouve tout en bas du mail, il est en tout petit, et parfois quand on clique, le parcours est compliqué, il faut peut-être parfois se reconnecter, on n'a plus nos identifiants en tête. Bref, ça complexifie énormément le parcours, et c'est ce qu'on appelle plutôt un dark pattern, puisque c'est pas du tout conseillé de faire ce genre de pratique pour les utilisateurs. Et du coup, le dernier principe qu'on voulait vous présenter, c'est le principe, enfin plutôt la loi de Fitts. C'est un modèle en fait du mouvement humain qui est en fait l'indice de la difficulté d'une tâche. Et du coup, concrètement, ça veut dire que plus la cible, donc par exemple le bouton, est loin et petit, plus le temps pour l'atteindre va être élevé. Et donc, ça complique beaucoup la tâche à l'utilisateur. Donc, ce qui est conseillé, c'est quand même d'avoir des boutons qui soient
beaucoup plus proches et plus gros quand on a des mouvements qui doivent être rapides et fréquents, donc pour une fonctionnalité qu'on va utiliser souvent et qu'on a besoin d'utiliser rapidement. Et à l'inverse, on peut mettre des boutons plus distants, donc plus loin et plus petits, quand on ne doit pas l'utiliser trop fréquemment ni urgemment. On a l'exemple du coup sur la droite qui est l'ajout d'un élément à une liste de valeurs. Donc on ajoute des passagers dans ces champs. Et sur le premier en haut, on a un petit bouton plus en haut à droite qui est finalement assez loin et petit de la zone où on est en train de faire l'action. Et ce qui serait beaucoup plus pratique et ce qui respecterait la loi de Fitts, on va dire, c'est l'écran du bas, où on a en fait un bouton beaucoup plus gros et très proche de là où on est en train de faire l'action. On rentre la passagère numéro 2 et on a tout de suite le bouton très rapidement, on peut l'atteindre pour ajouter un troisième passager. Donc on peut avoir cet exemple-là sur d'autres choses. Des fois, on peut avoir un bouton de validation très loin de la zone de saisie du formulaire ou un ascenseur beaucoup trop fin sur un écran de navigation, un logiciel. Voilà, donc on a présenté les principes et on va pouvoir passer au quiz. On va voir si vous avez bien écouté. Du coup, oui, on vous propose un petit quiz sur les 6 principes. En fait, on va vous montrer voilà, une interface réelle ou pas réelle, hein, et on va vous proposer de choisir le bon principe par rapport à ce que vous voyez. Et du coup, ça se passera dans le sondage dédié pour nous dire quel principe est en frein sur l'interface. Je vais publier le premier sondage. Donc là, c'est une capture d'écran dans Medium, la page d'administration qui permet qui liste tous les articles d'une catégorie. Le sondage est publié, vous allez pouvoir voter. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'analyser un petit peu cette zone-là en particulier, qui pose problème selon nous. Donc, cette page, elle permet de lister les articles d'une catégorie, mais aussi d'associer un nouvel article à cette catégorie. Donc, un nouvel article qu'on a créé ailleurs pour pouvoir dire, bah, ça, en fait, ça fait partie de la catégorie UX Design, par exemple. Oups, c'est pas comme ça. Il faut que je fasse ça pour voir les résultats. Alors, comment je fais pour voir les résultats? Tu les vois, toi, Benjamin? Non, est-ce que tu as soumis le vote ou pas? Non, moi, j'ai publié le quiz. Ah oui. Vous le voyez ou pas? Je vais soumettre le vote puisqu'il n'a pas été soumis. D'accord, ça marche pas. Il y a 2 étapes, ok, j'avais pas compris. Est-ce que vous arrivez à voter? Je vois pas de vote, je sais pas si j'ai pas l'impression. Ah, si, on nous dit. D'accord. Ah oui, ça y est, c'est bon. J'avais un petit picto œil sur lequel il fallait cliquer pour voir les Ah oui, effectivement. ouais, ok, quasiment tout le monde a voté. Est-ce que je peux le montrer? Ou peut-être que vous voyez les réponses. À partir du moment où vous avez voté, vous voyez les réponses? L'UX de l'acheteur n'est pas optimal. Tout à fait. Il y a matière à améliorer les choses. Oui, Antoine, on nous dit qu'on voit les réponses en même temps. Ok, super. Donc c'est bon. Impeccable. Donc, on a une majorité de réponses pour le concept d'affordance. Et effectivement, ce qu'on vous propose avec cette version qu'on a modifiée de manière très rustique, c'est une meilleure affordance pour associer un nouvel article à une catégorie, parce qu'effectivement, cette zone qui était là en bas à droite, c'était là qu'il fallait cliquer, en particulier ce petit label Choose a Story. C'est là qu'il faut cliquer pour associer les articles, ça s'appelle Story dans Medium, associer un nouvel article
à cette catégorie. Donc on a proposé quelque chose de plus, enfin, qui se distingue du reste, puisque c'est finalement, autant les autres, c'est la liste des articles qui existent, autant ça, c'est des fonctionnalités pour associer un nouvel article. Donc visuellement, ça se distingue. Et puis au passage, directement peut-être un menu déroulant pour choisir l'article plutôt qu'un bouton. Donc voilà, bravo à ceux qui avaient trouvé l'accordance. Numéro 2. Tu veux le présenter, Ouais, Benjamin? je vais le présenter, ouais. Du coup, ici, on a une application, enfin le menu d'une application mobile Crédit Agricole. Du coup, on s'intéresse aux fonctions qui sont présentes dans ce menu. Et du coup, je vous demande quel principe ici est enfreint. Et vous pouvez voter de la même façon. On a 8 votes. Mm. On attend un peu que les autres personnes votent. Ouais, ça augmente. Ah, c'est proche d'une égalité. Il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas voté. On laisse encore quelques secondes. Ouais. Oui, Julien, effectivement, il y a une bêta d'ailleurs en ce moment de l'appli que je teste parce que je suis client et qui est beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, c'était pas trop ça jusqu'à maintenant. Ok, donc là, on a un maximum pour le groupement. C'est Oui, effectivement ça qu'on c'était avait. ça. Effectivement, on peut améliorer le groupement. Ils ont essayé de séparer avec juste des premières fonctions en couleur verte, mais ils pouvaient faire beaucoup mieux parce qu'on a dans toute cette liste des fonctions qui vont les unes avec les autres. On peut faire des groupes. J'ai mis des cercles, c'est des pictos qu'on peut imaginer, mais je les fais rapidement. Les premières fonctions qui sont très essentielles sur fond vert en plus gros, et ensuite des fonctionnalités plus secondaires, mais groupées. Par exemple, tout ce qui est lié au RIB, au virement, ensuite tout ce qui est lié au chèque, au chéquier, remise de chèque, et ainsi de suite. Et c'est plus facile de s'y retrouver en groupant ces fonctionnalités-là. Enfin, c'est un exemple qui est plutôt parlant. On peut en imaginer d'autres, mais en tout cas, c'est perfectible sur l'application actuelle. Voilà, donc bravo à ceux qui ont trouvé le principe de groupement. Super. Ensuite, ça c'est la page d'administration d'un logiciel de quiz. Et donc on vous demande d'analyser cette partie-là de la page. Et je ne trouve plus le quiz pour le numéro 3 dans les brouillons. Ah, je regarde. Je le fais si tu veux. Ouais. Enfin, ouais, Si, j'ai quiz 3. C'est bon. Tu le vois? Ouais, Je l'ai soumis le quiz. Ah, Très bien, merci. Effectivement, je crois qu'il y a vraiment matière à améliorer ça. J'ai beaucoup de mal. ouais, Ah, c'est c'est vrai vrai que que c'est tu as voté pour le 2. Oui, je le vois pas, moi. Quiz 3. Pourtant. Ah oui, si. Ok, on a déjà quelques votes. On vous laisse quelques secondes. Ah, on a des gens qui n'ont pas le quiz 3. Pourtant, il est bien là. Est-ce que... Oui, parce que Peut-être, si jamais vous n'avez pas voté au 1 ou 2, peut-être qu'il n'apparaît pas.
sais pas. En fait, je crois qu'il faut qu'il scrolle. J'ai l'impression qu'il voit tous les quiz et Ah oui, que vous c'est voyez pas tout. placé au bon endroit. Si vous Donc, descendez dans la liste. ouais, je comprends pas pourquoi ils apparaissent tous. Ouais, Bon, c'est bon, je crois que, en tout cas, Pierre-Marie a trouvé. super. Après le quiz 9, dit Gisèle, merci. Voilà. Bien, Pas très logique, mais bien, on est au top. bon, je pense on a pas mal de réponses. Ah oui, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se détache. Donc, la Oui. majorité a voté pour action minimale. C'est effectivement ça. Donc, en fait, on nous explique comment accéder au bon endroit. Et en plus, ce qui est troublant, c'est qu'on nous dit d'aller ici, ici et là. Et c'est seulement après qu'on nous dit là où il faudra cliquer. Donc, si on fait les étape par étape, en fait, on n'est déjà plus sur la page et on n'a pas eu forcément cette info. Donc, de manière générale, de toute façon, si c'est aller quelque part dans le même logiciel, faites un raccourci, faites un lien, quoi. Ne demandez pas de naviguer en 125 clics, ça n'a pas d'intérêt. Quiz suivant, ça c'est la page d'atterrissage d'un nouveau Kanban dans Jira. Donc on m'avait invité sur ce tableau Jira, qui est, si jamais vous ne connaissez pas, un logiciel de gestion de tickets, style Trello, enfin pour plutôt des projets agiles. Et en arrivant, en cliquant sur le lien, j'arrive sur cette page. J'ai mis un petit moment à comprendre ce que je devais faire. Quel est le problème ici? Donc là, on est sur le quiz 4. Hein. Ouais, ça a l'air de voter. Je crois que c'est bon. Okay. Donc là, il y a une quasi-égalité entre Loadfix et Affordance. Et du coup, je vous félicite parce qu'effectivement, il y a les deux. Alors, celui auquel je pensais initialement, c'était l'Affordance, parce que le bouton accéder au backlog, il est en gris sur gris sur gris. On ne recommande pas du tout pour vos boutons. Mais c'est vrai qu'en plus, il est tout en bas. Et en général, quand on navigue, la souris est plutôt au centre de l'écran, rarement dans le coin en bas à gauche. Donc, on peut à la fois améliorer l'affordance et réduire le temps de parcours de la souris. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient voté aussi pour feedback efficace. Je pense que faut effectivement rentrer dedans, c'est peut-être pas le professeur, mais c'est vrai que de manière générale, si on se place à un plus haut niveau, le feedback, le fait de dire, c'est plus presque la correction des erreurs, entre guillemets, même si c'est pas une vraie erreur, mais quoi faire quand on est face à un problème qui est mal géré, quoi. Puisque c'est pas très... il faut vraiment lire toutes les lignes, ça saute pas aux yeux, quoi. Le suivant, c'est le menu d'Acrobat Reader, sur lequel on vous demande de trouver le principe en frein. Donc, on est sur le quiz numéro 5. Je m'occupe de publier, hein, pas de souci. Merci. Merci. Donc, on a un maximum de votes pour le groupement et c'est effectivement ça le problème principal ici. Donc, il y a des différents types de fonctionnalités, d'actions qu'on peut faire et qui sont toutes au même niveau dans la version actuelle. Alors, il y a des petits séparateurs, mais c'est vraiment très, très faible en termes visuels. On pourrait largement le renforcer.
C'est vrai que c'est très blanc, très épuré aussi. On voit, c'est un peu une mode aussi d'avoir des interfaces tout blanches et parfois ça améliore pas forcément l'utilisabilité, mais bon, c'est un choix. Ici, on a un écran de login Mailchimp, mais ça pourrait être autre chose. Du coup, on vous demande quel principe est en frein ici. Bon, je crois qu'on est Ouais. une grosse. Donc, ouais, vous avez tous quasiment dit feedback efficace, c'est tout à fait ça. Parce qu'effectivement, là, on voit que on a une petite erreur qui s'affiche, mais c'est tout petit en bas en gris. Là, l'erreur. Voilà. Il y en a qui l'avaient pas vu. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut améliorer, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir une notification beaucoup plus grosse, colorée, voilà, même avec un lien à l'intérieur pour recevoir le mot de passe. C'est beaucoup plus visible et on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Et sur la droite, c'est un petit exemple de ce qu'on peut encore mieux faire. Alors, c'est pas tout à fait le même cas parce qu'ici, on crée un mot de passe. Mais là, par exemple, on va vraiment guider l'utilisateur dans la création pour éviter qu'il fasse des erreurs, qu'il valide 10 fois sans qu'il ait coché tous les critères du mot de passe. Là, quand il tape son mot de passe, petit à petit, ça vient cocher les critères et il se dit, ah bah là, c'est bon, je peux valider. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et ça évite de la frustration dans le parcours. Donc, bravo, c'était bien feedback efficace. Ici, on a des vignettes produits. Alors, c'est pas vraiment une interface, c'est plus illustratif là, mais du coup, quel principe est en frein ici selon vous sur ces vignettes produits? Quiz 7, ouais, c'est ça. Ok, bon, on a encore une grosse majorité Qui a trouvé, ouais. ouais, qui a trouvé, c'est bien ça. Donc, l'homogénéité, la consistance. Bah, du coup, vous l'avez bien compris, les vignettes produits, elles sont censées être toutes pareilles sur une interface. Et c'était pas le cas sur l'écran. Donc, il faut vraiment avoir cette consistance et cette homogénéité, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour que l'utilisateur s'y retrouve et que ce soit une harmonie visuelle, mais aussi à l'usage en termes d'ergonomie. En fait, naturellement, si c'est différent, l'utilisateur va se demander qu'est-ce qu'il y a de spécial sur celui-là. Si celle-là est vraiment différente, il y a une promo, j'en sais rien. Oui. Mais Faut s'il qu'il y y ait a une le reste, raison. ça va juste le perturber en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait. Il faut qu'il y ait une raison à ce qu'elle soit différente. Si c'est pas le cas, il va chercher, il va pas comprendre. Ça, c'est un formulaire d'inscription réel au centre de loisirs de l'Université Lyon 1. Je vous laisse regarder et voter. Quiz numéro 8. Donc la majorité d'entre vous a trouvé, c'était effectivement l'action minimale, le principe, en tout cas celui que j'avais en tête, parce que on nous demande d'abord l'âge de l'enfant et ensuite le groupe, alors qu'on pourrait calculer le groupe en tenant compte de l'âge et de la date des vacances prévues. Donc c'est du temps perdu inutilement pour l'utilisateur de demander de remplir les deux éléments alors qu'on pourrait le calculer. Alors ici, du coup, on a un formulaire de création d'une activité. Ça peut être formulaire quelconque. Et du coup, on s'intéresse à la partie du haut avec les photos et on vous demande quel principe est en frein ici. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres, mais Oui, je pense que celui-là, c'est pas évident. en le revoyant, je me dis que oui, c'est peut-être un peu compliqué. En fait,
tellement difficile que potentiellement on ne peut pas savoir ce qui manque. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai. Si on avait ça, on ne comprendrait pas ce qu'il faut faire. Donc, Et du coup, globalement, vous avez bien ouais, trouvé. c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, oui, c'était l'affordance, parce qu'en fait, ici, on a la possibilité de swiper vers la droite pour avoir d'autres photos. Et du coup, ce qui est quand même plus conseillé, c'est d'indiquer par un indicateur graphique qu'on a d'autres choses sur la droite. Donc, on a les petites bulles en dessous. On peut avoir le nombre de photos ou pas, hein, mais en tout cas, on comprend qu'il y a d'autres choses et on a la naissance de la photo à droite qui permet de donner une indication à l'utilisateur. Ah, il y a quelque chose, je peux aller voir et je peux swiper de ce côté-là. C'est la fin de ce quiz. Bravo à toutes et tous. Vous avez globalement très bien répondu. Donc, soit vous les connaissiez avant, soit vous aviez bien compris ce qu'on a dit. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose si vous maîtrisez ces principes. La deuxième partie, qui sera quand même assez rapide, mais c'était important de le rappeler pour nous, c'est de prendre du feedback utilisateur. C'est un conseil, même si vous n'avez pas une personne qui est UX researcher dans l'entreprise, c'est vraiment important d'aller se confronter aux utilisateurs réels, parce que c'est pas nous, on n'est pas les utilisateurs de notre produit, ou même si on l'est, on n'est qu'une personne. Donc il faut avoir des avis plus diversifiés. Alors comment on fait ça? Il y a deux cas de figure, on va dire. Dans certains cas, les utilisateurs sont faciles d'accès. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est en début de projet, en particulier, faire des entretiens utilisateurs c'est-à-dire aller poser des questions, aller discuter avec des gens pour comprendre quels sont leurs contextes d'utilisation, qu'est-ce qui les freine actuellement, si on est dans le cadre d'une refonte, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, mais aussi tout le contexte, oui, sur à quel moment ils utilisent cette application, est-ce qu'ils sont dérangés, est-ce qu'ils le font plutôt de manière tranquille, est-ce que c'est en extérieur, en intérieur, si on parle d'une application mobile. Toutes ces choses-là sont importantes à comprendre pour concevoir un produit qui va répondre aux besoins. Quels sont leurs objectifs aussi, l'objectif principal, parce que des fois on a un outil qui fait plein de choses, mais en fait il y a une fonction qui est très utilisée et puis les autres beaucoup moins. Donc c'est celle-là qu'il faudra mettre en valeur en termes d'affordance. C'est aussi important sur les parcours de toujours mettre en valeur l'action principale. Ensuite, faire des tests utilisateurs, ça c'est une fois qu'on a soit des maquettes, soit un bout de quelque chose développé. Alors pas forcément le produit complet, hein, mais dès qu'on a quelques fonctionnalités, on peut aller voir nos utilisateurs et leur demander d'essayer de l'utiliser. En général, on leur donne un objectif, justement, celui qu'on a potentiellement identifié comme objectif principal, et juste on les observe, on leur demande de verbaliser ce qu'ils pensent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui les frustre, ce qui les dérange. Et donc, on note tout ça, puis on fait un petit débrief après pour essayer d'améliorer les points de friction. On peut aussi imaginer des questionnaires en ligne, surtout si vous travaillez sur un produit qui est grand public, où vous pourriez toucher beaucoup de gens. Et ce serait intéressant de savoir justement globalement c'est quoi quelles sont je sais pas, les fonctionnalités les plus importantes, ou si on a une hypothèse très précise sur quelque chose, est-ce que les utilisateurs préfèrent l'option A ou l'option B. Si on voit 2-3 personnes, on pourra difficilement généraliser. Alors, si on fait un questionnaire plus large, on pourrait avoir des données un petit peu plus quantitatives et prendre des décisions plus cohérentes. Donc ça, c'est le cas facile. Si les utilisateurs sont plus difficiles d'accès pour des raisons X et Y, parce que c'est un produit plus technique, qu'on ne connaît pas nos utilisateurs, pour des raisons politiques, on n'a pas le droit de leur parler, ça peut arriver. Dans ce cas, ce que je vous propose, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir quand même des discussions. Alors, ce ne sera pas avec les utilisateurs réels, mais avec les personnes qui s'en approchent le plus, que ce soit le service support, le marketing, les commerciaux, des gens qui, eux, sont au contact des utilisateurs et qui connaissent un peu mieux que nous leur contexte d'utilisation, leurs besoins, qui recueillent parfois leurs frustrations. Ce sera toujours très riche. Et puis, on peut tester toujours, même si ce n'est pas auprès des vrais utilisateurs, auprès, par exemple, des nouveaux dans l'entreprise. Si
Si c'est quelque chose un logiciel un peu technique, souvent on va recruter dans l'entreprise des gens qui ont un petit peu le profil, pour le service marketing par exemple, mais pas que, qui ont le profil de nos utilisateurs. Donc on peut tester auprès de ces personnes-là. Si c'est plus du coup quelque chose de grand public, on peut tester auprès de la famille, auprès des amis. C'est pas idéal parce que ça génère des biais du fait qu'on connaît ces personnes, mais c'est toujours mieux que rien. En gros, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il vaut mieux un test avec une personne qui n'est pas tout à fait la cible plutôt que pas de test du tout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est vraiment, que ce soit nous, UX, UI, ou vous, développeurs, chefs de projet, peu importe votre rôle dans le projet, si vous êtes impliqué dans le projet, vous n'êtes pas objectif. Et donc, on a besoin d'avoir des points de vue extérieurs, en fait. On a une question de Rodolphe. Oui. Il demande est-ce qu'un formulaire de feedback pour ce cas serait pertinent? Oui, ça peut aussi. On peut aussi effectivement mettre en place dans le logiciel lui-même un petit formulaire ou un questionnaire qui permet aux utilisateurs qui utilisent le logiciel de faire des retours complètement. Ouais. Alors, on sait que ça va être plus les gens qui sont mécontents qui vont faire des retours, mais c'est quand même des retours à prendre en compte. Et puis, s'il y en a un qui revient plusieurs fois, on sait que celui-là, il faut le traiter, quoi. Et donc, tout ça, c'est bien joli, mais effectivement, si on le fait sans faire attention, on peut facilement arriver à de mauvaises conclusions liées à nos propres biais cognitifs ou à ceux qu'on pourrait générer chez nos utilisateurs. Donc, on vous propose de passer en revue quelques biais cognitifs. Alors, il y en a beaucoup. Là, on en a sélectionné 4, je crois, pour faire une petite introduction. On en discute beaucoup plus dans nos formations, mais là, en 1 heure, et je vois le temps qui passe, on va déborder un petit peu, mais on n'avait pas le temps de rentrer plus que ça dans le détail, mais je pense que ceux-là sont quand même les plus importants. Le premier, c'est le biais de confirmation. Donc ça, vous le connaissez sans doute, on en parle beaucoup ces dernières années. C'est le fait d'avoir une tendance naturelle à rechercher des informations et mémoriser les informations qui vont confirmer nos croyances et nos idées sur un sujet donné. Donc ça fonctionne à tous les niveaux de la vie, que ce soit sur des sujets de société, mais aussi sur nos projets. Donc si on a une hypothèse forte sur notre projet, on peut avoir tendance si on va voir des utilisateurs, à mémoriser, à enregistrer et à ne prendre en compte que les gens qui vont nous dire oui, cette hypothèse est vraie, et à ignorer ceux qui nous diraient non, cette hypothèse est fausse. Donc, c'est important de connaître ce biais et d'être un petit peu, de faire attention en fait, quand on est en train de discuter avec des utilisateurs, de suspendre notre jugement, comme on dit parfois, pour prendre tout ce qui arrive de manière neutre et objective, un peu comme un scientifique qui récolterait des preuves et ensuite on les analyse en les mettant toutes au même niveau. Le second biais dont je voulais vous parler, c'est le biais d'escalade irrationnelle. C'est le fait de continuer à investir de l'argent et du temps sur un projet sous prétexte qu'on a déjà passé beaucoup de temps et d'argent sur ce projet ou sur cette piste en fait. Ça peut être aussi bien d'un point de vue technique, si on a passé beaucoup d'énergie à développer quelque chose, ça peut être très très difficile de se dire bon, en fait, on est parti sur la mauvaise piste technique, il faut réécrire ce code-là entièrement. Ça marche sur l'ergonomie, sur le design. Si j'ai passé beaucoup de temps à faire des maquettes, si je passe 1 mois à faire des maquettes sans prendre aucun feedback, ça va être très très difficile de remettre tout en cause si j'ai des feedbacks négatifs et je vais plutôt avoir tendance à essayer d'adapter ce que j'ai fait pour aller dans le sens des retours, mais j'aurais beaucoup plus de mal à dire bon non, je jette tout à la poubelle, je repars de zéro. Et même si ce serait vraiment la bonne chose à faire. Donc le conseil que je peux donner, c'est avoir pareil, connaître ce biais, savoir s'arrêter pour le bien du projet. Et peut-être le meilleur conseil finalement, c'est de se confronter au marché le plus tôt possible. Alors au marché et à toutes sortes de feedbacks, que ce soit discuter, moi dans mon cas, discuter avec mon client par exemple, lui montrer le plus tôt possible ce que j'ai commencé à faire et ensuite le montrer aux utilisateurs. Quand on est développeur, de pousser, d'encourager les personnes qui gèrent le projet à tester le plus tôt possible pour éviter de devoir mettre à la poubelle des semaines, des mois, des années de code
parce que c'est très, très difficile, c'est très coûteux cognitivement et aussi financièrement. Le troisième biais, c'est le biais d'autorité, qui est aussi assez... Excuse-moi Margot, on a un retour de Julien qui Mhm. dit, complètement: «C'est aussi le principe des coûts irrécupérables. Oui, Hyper difficile de lutter contre ça, même si c'est complètement irrationnel et que ça fait des ravages». exactement. Le troisième biais, c'est le biais d'autorité. Donc, c'est le fait de donner plus de poids, plus de valeur à la parole d'une personne qui fait figure d'autorité, que ce soit alors dans la... Ah, je pense qu'on a perdu Margot, Ah. mais elle va revenir c'est sa connexion qui a dû lâcher. qui sont reconnus dans un domaine précis, on va étendre cette compétence. Ça rejoint aussi le biais de Halo d'ailleurs. Ça va étendre cette aura de compétences et de connaissances sur d'autres sujets dans lesquels ils ne sont pas forcément compétents. Donc, si on fait le parallèle avec le développement logiciel, ce qui est important à avoir en tête, c'est de donner le même poids à la parole de tous les usagers, et aussi dans le contexte d'une réunion d'équipe, par exemple, de ne pas donner plus de poids à la parole du chef, par exemple, qui a des idées qui sont sans doute très bonnes, mais qui peut parfois avoir des idées moins bonnes. Et en fait, ça ne veut pas dire de ne pas l'écouter du tout, hein, mais être capable de challenger et d'argumenter en fait de remettre au centre toujours les besoins des utilisateurs, plus que l'idée du chef qui parfois va avoir 10 000 idées à la minute et qui ne sont pas forcément toutes bonnes. Et pour le dernier biais, je vous propose une petite mise en situation. Donc, le contexte, c'est qu'une maladie grave va tuer 600 personnes. Vous êtes en charge de choisir le traitement à donner aux 600 personnes parmi 2 traitements. Alors, d'habitude, je le fais pas dans des webinaires, et la moitié de la salle ferme les yeux, j'arrive à couper la salle en 2. Comment je vais faire? Je ne m'étais pas vraiment posé la question. Comment je vais faire pour vous couper en 2? Est-ce que vous avez... Non. Tu peux peut-être tu peux peut-être appeler ceux qui doivent fermer les yeux, non? Je vais dire, on va faire un truc très arbitraire, on va dire les femmes ferment les yeux. Ouais, Allez, c'est bien ça. pour une fois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop déséquilibrés. C'est vrai. Bon, c'est peut-être pas pile poil. À mon avis, c'est un peu loin d'être pile poil. Mais c'est pas si pire, on va dire. On va tenter. Donc, les femmes ferment les yeux et les hommes, vous pouvez lire cette diapo et réfléchir, choisir le traitement A ou le traitement B. Vous pouvez même dire, non pas voter tout de suite, mais gardez la lettre en tête et puis on fera le vote juste après. Je vais laisser 30 secondes, le temps que vous réfléchissiez. Allez, on va dire que c'est bon. Donc maintenant, vous pouvez fermer les yeux à votre tour. Vous avez le droit de continuer d'y réfléchir si jamais vous n'êtes pas sûr. Et pendant ce temps, les femmes, vous allez ouvrir les yeux, lire cette diapo et choisir traitement A ou traitement B. Et pareil, vous gardez votre lettre en tête. Et les hommes ferment les yeux. Allez, on va dire que c'est bon.
Et donc, je vous demande maintenant de voter. Donc, si vous êtes, si vous êtes un homme dans la question groupe 1, si vous êtes une femme dans la question groupe 2, on va voir si ça fonctionne. Ah bah, t'as changé, super. Je ne sais pas si tout le monde a pu voter. En tout cas, pour l'instant, le biais est bien confirmé. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous voyez les deux résultats, peut-être pas, du coup, vous avez voté que sur l'un des deux. Mais donc, je vais vous les dire. Dans le groupe des hommes, vous avez choisi à 75% le traitement A, et dans le groupe des femmes, à 88% le traitement B. Alors, peut-être qu'il y a un deuxième biais qui se rajoute lié aux différences hommes-femmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien les résultats qui étaient attendus pour deux groupes homogènes. Je vous montre ce que vous avez eu comme traitement. Donc, dans le groupe des hommes, vous aviez traitement A, 200 personnes seront sauvées. Dans le groupe des femmes, 400 personnes vont mourir. Donc, c'est la même chose. Hein, on avait 600 personnes, mais ce n'est pas la même formulation. Le traitement B, c'est pareil. Donc là, il y a une probabilité d'un tiers que 600 personnes soient sauvées, et là, un tiers que personne ne meure. Et 2 tiers que personne ne soit sauvé, et là, 2 tiers que 600 personnes meurent. Ça, cet effet-là, donc le fait que selon la formulation, vous n'ayez pas voté pour le même traitement alors même qu'ils sont identiques, mais avec une formulation différente, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage, qui a été démontré par Daniel Kahneman en 1981, et qui montre que, voilà, selon la formulation des questions, en particulier là dans cet exemple, quand on utilise des termes liés à la vie, on a plutôt une aversion au risque, c'est-à-dire que quand les personnes seront sauvées, vous allez plutôt vous orienter vers le traitement A, donc plutôt préférer, voilà, on s'assure que 200 personnes sont sauvées, ça c'est sûr, voilà, tranquille. Alors que quand on utilise des mots comme la mort, là, on va plutôt tenter le coup de poker, quoi, essayer d'en sauver un maximum. Alors, il y a une probabilité de 2 tiers que tout le monde meurt, mais bon, on tente le coup, parce que 400 personnes qui vont mourir, c'est quand même très coûteux, quoi. Et donc, c'est très intéressant, on peut du coup extrapoler ça à la formulation des questions de manière générale, en entretien, en questionnaire, sur le fait de bien faire attention à ne pas influencer les personnes dans la formulation de nos questions, ne pas orienter vers une réponse. Et donc, par exemple, plutôt que de dire est-ce que vous avez besoin de la fonctionnalité Y, demandez que pensez-vous de la fonctionnalité Y. Ça va moins orienter vers oui, oui, j'en ai besoin. En fait, il y a aussi un biais qui est de répondre la réponse par le oui, par défaut. Donc, on va plutôt privilégier des questions ouvertes et non jugeantes pour recueillir des données de meilleure qualité. Pour résumer, si vous avez, si vous êtes un peu endormi, si vous voulez juste un petit résumé de ce qu'on a dit, voici ce qu'on vous propose, donc d'appliquer ces 6 principes, le concept de groupement avec la notion de clôture en bonus, le concept d'homogénéité ou de consistance, le principe d'affordance, le fait de faire des feedbacks efficaces, clairs, visibles, immédiats, de privilégier les actions minimales, de ne pas surcharger l'utilisateur avec des actions utiles, et d'appliquer la loi de Fitts. On vous conseille aussi de vous méfier de ces 4 biais, notamment, il y en a d'autres dont on peut se méfier. Petite parenthèse sur les biais, le but, c'est pas forcément de toujours les éviter à tout prix. Il y en a, enfin, dans certains contextes, ils nous permettent d'être plus efficaces, ils sont pratiques, ils sont, socialement, ils peuvent nous apporter du bénéfice. Faut juste, c'est important de les connaître et de les avoir en tête dans des contextes où on préférait ne pas y être soumis. Et puis surtout, interagissez avec les individus qui vont utiliser votre produit. Mieux vaut un test avec une personne qui n'est pas tout à fait la cible que pas de test du tout. C'est vraiment la chose que je peux vous recommander au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Alors, je vais passer sur le live, voir s'il y a des questions. Non, c'est que Anaïs a soumis les sondages, je pense. Je regarde dans le chat sinon. Je vois pas de questions. Dans tous les cas, on reste disponible sur les réseaux sociaux, sur notre site ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter. Pour aller un petit peu plus loin sur les principes, vous avez aussi les ergogames. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est des petits jeux qu'on a mis en place pour tester des principes d'ergonomie à travers une application ludique. N'hésitez pas à aller voir. Il n'y en a pas énormément pour l'instant. C'est un projet qu'on fait à nos heures perdues. Mais il y a quand même 6 principes qui sont illustrés comme ça. Donc, ça peut être un outil aussi de sensibilisation de vos équipes. S'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Et puis, au plaisir de vous recroiser sur d'autres événements. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.